Et si vieillir ne voulait pas dire ralentir, mais plutôt s'adapter intelligemment dans sa pratique et dans son entraînement. Bonjour les runners, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule L'œil du coach où je retrouve Bruno pour une question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent, parfois sans oser peut-être la formuler. Est-ce que l'on peut s'entraîner à 60 ans comme à 30 ans ? Alors entre les idées reçues, la réalité physiologique et des exemples inspirants que Bruno va vous donner, on va casser quelques mythes. Alors non, le fractionné n'est pas réservé aux jeunes. Oui, la performance peut encore exister avec les années. Mais surtout, vous allez comprendre comment adapter votre entraînement pour durer, progresser et continuer à prendre du plaisir. Cette capsule, l'œil du coach, est enregistrée en partenariat avec l'application iDoSport que j'utilise au quotidien. À la fois pour gérer mes entraînements, suivre les progrès des sportifs que j'accompagne et gérer toute l'organisation de l'association. J'avais besoin d'un outil simple, fiable et vraiment pensé pour les sports d'endurance. iDoSport, c'est une solution de gestion, de planification des entraînements conçue par des athlètes de haut niveau, en la personne de Charlotte Morel et Fred Belaubre. Que tu sois entraîneur, coureur, triathlète ou responsable d'une association, iDoSport te permet de planifier, suivre et structurer tes entraînements au quotidien. Tu peux découvrir l'application sur iDoSport.app. Je te remets le lien dans les notes de l'épisode. Et iDo, c'est l'outil pensé par des sportifs pour les sportifs. Il est temps pour moi de vous laisser profiter de cet épisode. C'est une capsule L'œil du coach enregistrée avec Bruno. 30 ans, 60 ans, est-ce que l'on s'entraîne de la même façon ? C'est la question posée aujourd'hui. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule L'œil du coach aujourd'hui et d'emblée je vais te poser une question. Bruno, est-ce que vieillir, c'est forcément ralentir ? Vous l'avez vu avec le titre de l'épisode, on va débattre sur la course à pied. Est-ce qu'on s'entraîne, Bruno, à 30 ans comme à 60 ans ? Alors, ne me dis pas oui ou non. Je sais de toute façon que tu n'auras pas une réponse aussi tranchée. Oui, c'est vrai. Tu sais que j'aime pas généraliser, donc je vais pas commencer maintenant. Donc, c'est vrai que c'est plus nuancé. C'est pas aussi tranché. Donc, c'est oui et non. Et pourtant, on n'est pas normand, ni l'un ni l'autre, mais oui, il y a des choses qu'il faut conserver à 60 comme à 30, et non, il y a des choses qu'on ne peut plus conserver à 60, qu'on avait à 30. Il y a différents points sur lesquels il va falloir s'adapter et modifier certaines choses. C'était quoi, Bruno, ton entraînement à 30 ans ? Alors moi, mon entraînement à 30 ans, c'était la méthode champenoise, donc c'était travail de la puissance aérobie, développement de la VMA, qui pour moi était un peu mon point faible, donc je mettais vraiment l'accent dessus. Développement de l'endurance aérobie, donc ça c'était mon point fort, donc j'arrivais à tenir une vitesse élevée même quand les distances augmentaient, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que c'était mon point fort. Et puis les séances spécifiques pour améliorer mon efficience, donc répéter des séquences à l'allure de course pour être plus économique. Donc, c'était vraiment les 3 séances que je privilégiais dans mon entraînement et que je continue de privilégier et de conseiller à toutes celles et ceux qui veulent performer en course à pied. Et aujourd'hui, toi qui es sur la route 66 en cette année 2026, qu'est-ce qui reste de ces 3 piliers ? Alors, ce qu'il reste pour un coureur qui a longtemps pratiqué comme moi et qui a toujours fait ce type de séance, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va garder le travail de puissance, alors que bien souvent, on entend, mais avec l'âge, faut faire attention, faut moins fractionner. Si on n'a pas de problème, et on en a parlé dans une autre capsule, si on n'a pas de problème physique, si on a fait tous les examens nécessaires pour s'assurer qu'on est en bonne santé, il n'y a aucune raison, même quand on a 60 ans, et même au-delà, il n'y a aucune raison de ne plus faire de VMA, de ne plus travailler sa consommation maximale d'oxygène. On va juste endiguer, freiner la baisse inéluctable qui se produit dès l'âge de justement 25-30 ans. On sait qu'à partir de 20-25 ans, la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max, elle baisse inéluctablement année après année. Donc le but de l'entraînement, c'est d'éviter que ça dégringole trop vite, c'est de réduire, de ralentir cette baisse inéluctable des capacités de puissance aérobie, de consommation d'oxygène qu'on a. Donc ça, on va essayer de le ralentir le plus possible. Et si on arrête de faire du fractionné, là, ça va s'effondrer, ça va chuter brutalement. Donc, on doit continuer à travailler ça. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer à travailler
sa puissance aérobie, encore plus avec l'âge, son endurance aérobie, puisque l'endurance, c'est une qualité qui va bien avec les années. Donc, améliorer cette capacité qu'on a d'utiliser un gros pourcentage de sa VMA, même si celle-ci abaisse, on doit toujours continuer à travailler ça. Et puis l'efficience, parce que c'est pas une question d'âge, c'est une question d'objectif. On va courir à la vitesse de son objectif. Donc, à 60 ans, comme à 40 et comme à 30, on doit conserver des vitesses, des séances de vitesse spécifiques. Comment tu adaptes un plan d'entraînement à quelqu'un qui aurait 60 ans, 65 ans? Est-ce qu'on va là aussi proposer un test pour estimer sa VMA, pour avoir des valeurs qui soient plutôt, on va dire, conformes à sa capacité et à son état physique? Ou est-ce que tu appliques peut-être une décote, comme on dit pour les vieilles voitures, donc qui prennent de la valeur quand même avec l'âge, mais est-ce qu'on doit atténuer les pourcentages? Et ça va être un petit peu en décalage avec ce qu'on avait dit sur d'autres capsules, sur les pourcentages de VMA quand on travaille vraiment sur de la haute intensité. Non, il y a pas de raison de ne pas appliquer les mêmes pourcentages. J'ai fait un footing il y a 2 jours avec un vieil ami avec lequel je courais déjà en minime et en benjamin, Jean-Paul, pour ne pas le nommer. Et il me disait, Bruno, j'ai envie de m'y remettre. Là, je vais faire un 10 km à Reims, il y a une belle course. Et donc, comment tu me conseilles de m'y prendre? Et je lui ai dit, avec le passé de coureur que tu as, il faut d'abord que tu commences par un test de VMA. Je pense que si une personne de son âge, donc il a 2 ans de plus que moi, il a 68 ans, si une personne de 68 ans était venue me voir en me demandant, voilà, je me suis mis à la course à pied il n'y a pas longtemps, je veux faire un 10 km, par quoi je commence, je ne lui aurais pas dit un test de VMA, parce qu'il faut bien s'assurer que la personne ne va pas se mettre en danger dans son test de VMA. Il y a quand même des précautions à prendre. Avec l'âge, on va pas proposer un test de VMA à quelqu'un qui n'a pas fait déjà en amont un minimum de séances de fractionné, qui a déjà préparé son organisme sur le plan cardiovasculaire, sur le plan articulaire, à ces séances qui sont quand même intenses. Donc, un test de VMA, oui, à condition que on ait affaire à un coureur régulier, aguerri. Et après, ce test de VMA, il sera forcément moins bon parce qu'il a avancé en âge, mais les pourcentages de VMA ne sont pas différents entre un coureur de 60 ans et un coureur de 30 ans. C'est juste sa VMA qui aura baissé et ses allures qui auront baissé. Mais on va rechercher la même chose. Pour développer la consommation maximale d'oxygène, il va bien falloir que pendant sa séance, il aille le plus haut possible en fréquence cardiaque, le plus longtemps possible. Alors, on avait échangé en off sur les différentes thématiques de cette capsule et on parlait de ces facteurs physiologiques. Donc, masse musculaire, là aussi, il y a une grosse déperdition au fil des années. Est-ce qu'il faut être vigilant avec cette fonte musculaire au fil de l'âge? Oui, alors autant sur l'entraînement, j'aurais tendance à dire, on peut s'entraîner de la même manière à 30 ans qu'à 60 ans, on vient de l'expliquer, autant là, oui. Là, ce qu'on appelle la sarcopénie, rien à voir avec un ancien président de la République, cette perte musculaire, cette fonte musculaire qui est liée à l'âge, là, on est obligé de constater que ça touche tout le monde. Donc, faire du renforcement musculaire, essayer d'éviter de perdre ce potentiel, ce capital musculaire qu'on a. Pour moi, à 60 ans, c'est presque une obligation. À 30 ans, on va faire du renforcement musculaire pour essayer d'être un peu plus performant. Ça va être un petit gain de quelques secondes parce qu'on est plus fort, parce qu'on a de la force de pied, parce que voilà. Mais à 60 ans, l'idée, elle est autre. Elle est de lutter contre cette fonte musculaire qui s'est déjà enclenchée d'ailleurs bien auparavant. Donc, à 60 ans, ça me paraît indispensable de faire des renforcements. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller à la salle pour soulever de la fonte et se transformer en bodybuilder. Hein. C'est pas du tout le but. Bon, après, je pense que sur cette capsule, on n'est pas là non plus pour expliquer quels exercices faut faire, mais ce sont plutôt des exercices proches de votre force maximale, pas beaucoup de répétitions. En fait, l'idée, c'est de recruter le maximum de fibres musculaires. Donc, on va pas faire 20, 30, 40, 50 répétitions. On va faire 6, 8 répétitions proches de la charge maximale qu'on peut porter. Alors, ça peut être au début à poids de corps, hein, voilà, tout simplement, parce qu'on n'en a jamais fait. Au fur et à mesure, augmenter petit à petit la charge pour arriver à des chiffres un peu comme la VMA qui sont proches du maximum, hein, 50%, 60%, 70%.
et peu de répétitions. Donc, ce ne sont pas des séances qui sont trop difficiles à mettre en place. On n'a pas besoin d'un appareillage compliqué. La faisabilité, elle est assez grande. Donc voilà, on pourrait y revenir en détail peut-être sur une autre capsule, mais le renforcement de la force musculaire, c'est quelque chose qui doit être impératif pour moi à 60 ans. Et au-delà du sport, au-delà des performances, on est aussi dans la préservation de son intégrité physique. Les personnes âgées, elles ont tendance à tomber. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plus de force musculaire et parce qu'on est dans un cercle vicieux. Moins j'en fais, moins je veux en faire. Et après, je passe des heures et des heures assises et ma fonte musculaire s'accélère. Donc, au-delà des performances physiques, je dirais que pour quelqu'un de 60 ans et plus, le renforcement musculaire, c'est aussi se préserver des chutes, se préserver de tous les petits pépins qu'on peut avoir avec l'avancement en âge. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes se mettre à des activités physiques adaptées pour prémunir de ces troubles de l'équilibre, de cette fonte musculaire. Et Dieu sait que aujourd'hui, nos seniors sont quand même très actifs. On peut leur tirer notre coup de chapeau. C'est ça. On a compris. Je crois que c'est bien de vivre longtemps, mais c'est beaucoup mieux de vivre longtemps en bonne santé. C'est à la fois important pour l'être humain, c'est aussi important pour la société. Ça coûte très cher, tout ça. Donc voilà, on n'a pas les moyens, les caisses sont vides. Donc prendre en charge nos seniors, enfin les seniors, j'en fais partie d'ailleurs, et leur dire de faire de l'activité physique, d'aller marcher, de faire un peu de renforcement musculaire, c'est important, c'est très très important, bien au-delà du sport. Est-ce que tu es surpris, Bruno, par des personnages comme Charlie Bancarel, que j'avais vu, moi, à l'arrivée du Marathon de Paris il y a quelques années? On parlait en off de André Ozanne ou de Maryse Le Gallo, que tu as reçu dans l'excellent podcast Figure de Sport, que tu animes brillamment, Bruno. Est-ce que ça te surprend de voir des personnes qui, comme Charlie Bancarel, a commencé tardivement la course à pied et puissent durer et afficher des performances comme il a pu le faire sur des marathons? Alors oui, c'est toujours surprenant. Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent des profils qui sont... Alors, je ne connais pas vraiment dans le détail la carrière de Charlie Bancarel, mais quand on s'y met sur le tard, on garde cette motivation. On a cette motivation qu'on a peut-être moins quand on s'appelle André Ozanne, qu'on a 80 ans et qu'on court. Alors oui, André, je pense, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il court, mais une Maryse Le Gallo, par exemple, ça, c'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle était déjà performante à 20, 25, 30 ans. Elle continue de l'être à 65 ans, ça c'est vraiment étonnant. Les gens qui se mettent tardivement à la course à pied et qui se découvrent un potentiel et qui continuent de progresser ou d'être très motivés à 70, 75, 80 ans, c'est de moins en moins étonnant parce qu'on en voit plein, des gens qui ne faisaient pas de sport, qui s'y mettent et qui deviennent des vrais champions dans leur catégorie d'âge. Sachant qu'aujourd'hui, jusqu'en M6, M7, M8, M9, on va récompenser des sportifs, et on l'a encore vu sur les championnats de France de cross, où des personnes d'un âge avancé continuent à performer et à afficher de beaux chronos et à revêtir le maillot de champion de France avec la médaille autour du cou. Donc là aussi, ça peut être une source de motivation. C'est une source de motivation. Et ces catégories d'âge qui évoluent avec le temps. Moi, je me rappelle, j'ai organisé une course il y a presque 20 ans. Oui, il y a 20 ans. Et on avait récompensé un coureur qui avait 80 ans. On avait donc créé, à l'époque, on parlait encore de catégorie vétéran. On avait créé la catégorie V5. Et la catégorie V5, c'était pour les gens qui avaient plus de 80 ans. Elle n'existait pas à la FFA. Donc, on avait fait une petite cérémonie, c'était sympa, mais on avait inventé une catégorie qui n'existait pas. Maintenant, ça existe. Et donc, la FFA évolue, le sport évolue, on a des catégories d'âge de plus en plus avancées. Et donc, voilà, Charlie Bancarel, 3h30 au marathon à 4... Charlie Bancarel. André Ozanne, Dédé, comme on l'appelle dans le Médoc. 3h30 au marathon à 80 ans, ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même impressionnant. Surtout que lui, il court depuis au moins 30 ou 40 ans, peut-être même plus, je sais pas. Il y a les Médocains qui le connaissent. Mais voilà, 45 minutes au 10 km à 80 ans, chapeau, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et je ne connais pas les détails de l'entraînement d'André Ozanne, mais on ne m'ôtera pas de l'idée qu'il ne fait pas que des footings. Maryse Le Gallo, dont tu as parlé, à 65 ans, je crois qu'elle vient de faire, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble qu'elle a fait moins de 5 minutes au 1500, ce qui est absolument lunaire. Maryse, là je le sais, par contre, elle continue la bonne vieille recette, VMA, EMA, alors elle appelle peut-être ça du seuil, voilà, vitesse spécifique, sauf que Maryse,
elle ne s'entraîne plus 10 ou 12 fois par semaine, elle sait qu'elle doit prendre des jours de repos, on récupère moins vite avec l'âge, hein, les séances qui passent en 24 ou 48 heures, peut-être que là, il va falloir mettre 72 heures. C'est ça aussi la différence. On va garder de la VMA, on va garder de l'EMA, on va garder du spécifique. Mais au lieu de faire une programmation sur 8 jours, on va peut-être faire une programmation sur 10 jours en mettant un jour de repos systématiquement, en mettant 72 heures au lieu de 48 heures entre les séances. Moi, j'aime courir tous les jours. Je cours tous les jours parce que j'aime ça. Mais je sais bien et je sens bien que quand un jour je ne cours pas pour telle ou telle raison, peu importe, le lendemain, ça va mieux. J'ai les jambes fraîches, je le sens. Donc oui, avec l'âge, faut pas se mentir, on récupère moins bien et ça, ce sont les adaptations indispensables. Mais ça n'empêche pas encore des gens très âgés de faire des performances hallucinantes et impressionnantes. De ton côté, Bruno, tu as à peu près le même âge que Maryse, à un an près. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas souhaité peut-être poursuivre ces objectifs, ces récompenses? Est-ce que tu as eu à un moment donné une saturation peut-être de la performance? Comment c'est venu finalement cette bascule? On l'avait dit dans une autre capsule, entre la performance, la compétition et aujourd'hui la pratique un petit peu plus plaisir. Alors, je crois que des gens comme, pour moi, Maryse Le Gallo, c'est vraiment un spécimen, c'est un phénomène. Garder cette motivation intacte après toutes ces années, ça c'est rare, c'est très rare. Et tous les gens qui étaient sportifs de haut niveau en même temps que moi ont tous plus ou moins arrêté de pratiquer la compétition. Ça, c'est quasiment certain. De courir pour certains, pas pour tous, parce que j'ai vraiment cette conviction, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que comme pour notre potentiel physique, on a un potentiel mental et que quand on s'est beaucoup investi, moi j'ai commencé la compétition à 12 ans, quand on s'est beaucoup investi en benjamin, en minime, en cadet, en junior, en senior, et moi j'ai été jusqu'à 50 ans dans l'équipe de France, il arrive un moment où je crois qu'on a épuisé ses ressources mentales, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, et qu'on n'a plus envie, en tout cas pour moi, je n'ai plus envie de battre des records, je n'ai plus envie de m'appliquer tout ce que je sais qu'implique, j'ai plus envie de m'appliquer tout ce que je sais qu'implique une préparation pour des objectifs qui vont manquer un peu de signification. C'est pas prétentieux je veux pas blesser les gens, mais souvent, il y a pas longtemps, sur un réseau, on me disait, je suis sûr que à 66 ans, tu vas te remettre aux 24 heures pour faire une petite marque à 150 km. Mais ça m'intéresse pas. Je vais pas trouver de plaisir à faire 150 km en 24 heures, même si je gagne une course dans ma catégorie d'âge, et je n'aurai pas de plaisir à faire 10, 11 ou 12 heures au 100 km. Ça ne me satisfait pas. Donc, mais j'aime courir. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui fait la force des gens qui arrivent à performer tard, c'est qu'ils ont cette ressource mentale qui continue d'être disponible. Et moi, j'ai bien vu que ça se tarissait et que ça s'épuisait avec le temps. Cet investissement dont on a besoin sur le plan mental pour aller chercher les séances d'entraînement et les chronos, ça s'essoufflait et finalement, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du temps, ça a fini par s'épuiser et j'avais plus envie. Il n'y a pas eu un moment, une course, un déclic où tu t'es dit là j'y vais pas, ou pour la prochaine, ce sera sans moi? Si, à un moment où j'ai estimé que les temps, alors je ne veux pas donner de temps parce que ça pourrait blesser des personnes en disant lui pour qui il se prend, mais parce que souvent j'ai été maladroit sans m'en rendre compte, donc je fais attention à ce que je dis maintenant. Mais oui, ça c'est l'expérience, ça. Maintenant, tu parles avec expérience. C'est ça. Je vais pas dire quand j'ai fait ce chrono-là, j'ai trouvé que c'était nul, alors j'ai arrêté parce que je vais blesser tous les gens qui font ce chrono-là sans le vouloir et je serais très maladroit. Mais oui, j'acceptais quand même. Il y a eu des barrières. Moi, j'ai pas un record extraordinaire. Enfin, oui, tu vois, je vais dire une bêtise, donc je vais pas le dire. Il y a des barrières qui psychologiquement ont été difficiles à franchir. Des chiffreurs ont souvent moins de temps au 10 km, moins de temps au marathon. Et puis quand on s'aperçoit qu'on peut plus le faire, on se dit oui quand même. Donc on accepte, mais il y a un moment où les barrières qu'on voit descendre à chaque fois, alors les moins de temps, les moins de 2h30, les moins de 2h45, les moins de 3h, les moins de 3h15, les moins de 3h30, j'en sais rien, peu importe. Je donne tous les chiffres comme ça, je vais blesser personne. Il y a un moment où effectivement, à une certaine barrière, je me suis dit non, là ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt, j'ai zéro plaisir à le faire, donc ça sert à rien de s'acharner et puis de vouloir absolument mettre un dossard pour des temps qui n'ont plus de sens pour moi. Mais je donnerai pas de temps parce que je veux blesser personne et ça pourrait être interprété comme quelque chose de prétentieux de ma part alors que ça ne l'est pas du tout. Donc à l'inverse, tu disais j'ai plus de plaisir, je vois plus le sens à ces chronos ou à ces compétitions. Est-ce que à ce moment-là, tu as rebasculé dans une pratique qui t'a redonné du plaisir sans avoir cette pression du chrono, de la performance, des préparations que tu connais, que tu as éprouvées pendant des dizaines d'années?
Mais tu fais bien de souligner ça parce que j'ai dit une bêtise. J'aurais dû dire je n'avais plus de plaisir à mettre un dossard parce que j'ai toujours dit que le plaisir était présent toujours et il devait l'être. C'est la forme du plaisir qui est différente. On peut avoir du plaisir à mettre un dossard, on peut avoir du plaisir à prendre l'air et à ne plus mettre de dossard mais à juste aller respirer. On peut prendre du plaisir à retrouver des amis, on peut prendre du plaisir à aller s'oxygéner, on peut prendre du plaisir à conserver une bonne santé. Il y a toujours du plaisir. Quand les gens me disaient oui mais moi c'est pas comme vous, moi je cours par plaisir, et je leur disais toujours mais moi aussi je cours par plaisir. Donc cette définition du plaisir, elle change, et j'aurais dû dire effectivement je n'avais plus de plaisir à mettre un dossard pour réaliser une performance qui n'était plus celle que j'estimais intéressante entre guillemets. Alors moi, Bruno, j'ai pas encore 60 ans, j'ai encore un petit bout de chemin, même si pour avoir passé hier ma dernière inspection en tant qu'enseignant, je me dis tiens, c'est bientôt la fin de la carrière. Mais non, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce que je vois entre 30 ans et mon âge, aujourd'hui 44 ans, c'est quand même plus d'expérience sur des séances, d'avoir plus de connaissances. Et ça, je trouve que c'est quand même un atout pour s'entraîner quand on avance avec l'âge, d'être plus en capacité de se connaître, d'avoir peut-être un peu plus de recul et peut-être de modération parfois. Et je pense que c'est ce qu'on peut transmettre également aux auditeurs. Exactement. On a plus de réflexion, plus d'expérience, et ça l'expérience c'est irremplaçable. On va compenser peut-être un peu moins de puissance aérobie, de VO2 max, de consommation d'oxygène. On va le compenser par une meilleure gestion de course, peut-être quelque chose d'un peu plus réfléchi, de moins impulsif. Donc on peut gagner aussi sur ces points-là, gagner de l'efficacité, gagner de la performance en compensant par justement plus de finesse, plus de recul, plus de réflexion, qui vont rendre en fait les actions plus efficaces, plus efficientes. Donc oui, complètement. Je pense que l'expérience, et c'est aussi peut-être pour ça que dans certains sports, on va avoir une maturité entre. Voilà. Quand je parle de ça, je pense à Paul Sexas, qui a 19 ans et dont on dit qu'il a un potentiel extraordinaire. Mais on va pas changer le sujet de la discussion. Mais Paul Sexas a 19 ans. Sur un Tour de France, il va tout découvrir. Donc forcément, même si c'est sans doute un des meilleurs cyclistes au monde, il n'a pas l'expérience d'un Pogačar qui en a gagné 4 ou 5. Donc ça, c'est irremplaçable. Donc on peut avoir les meilleures qualités du monde. Ça ne suffit pas à compenser cette expérience qui fait que même si on est un peu moins fort, Pogačar est peut-être moins fort qu'il y a 4 ou 5 ans, physiologiquement et physiquement, mais il va compenser par plein d'autres choses que tu dis très justement, c'est l'expérience, le vécu, et ça c'est irremplaçable, et ça compense souvent la petite perte de physique qu'on a au fil des années. Autre domaine, mais qui là va te faire plaisir, aujourd'hui on voit de plus en plus de sportifs jeunes qui viennent sur de la longue distance. Je pense à Félix sur marathon, Guillaume et Benjamin sur les 100 km. Est-ce que ça aurait été envisageable à ton époque où on avait peut-être beaucoup plus de modération en disant va d'abord falloir passer par du 10, par du semi, par du marathon avant d'aller sur la longue distance? Un peu comme si ces longues distances, c'était en fin de carrière, tu vois. On va avoir des résultats qui dégringolent et on se dit, on va allonger parce que on n'a plus la capacité d'aller vite. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait plaisir de voir ces jeunes qui montent sur des distances beaucoup plus importantes avec peut-être moins de progressivité? Ah oui, mais moi je suis ravi. Je suis ravi parce que j'ai toujours prétendu qu'on a un don pour quelque chose et qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour découvrir ce don et ce pour quoi on est fait. Je pense à moi, qui a attendu trop longtemps. Je pense à Pascal Fétizon, qui a attendu aussi, alors pas trop longtemps, lui il est devenu champion du monde, mais qui a attendu longtemps. Et des jeunes comme Guillaume Ruel, c'est l'avenir pour moi de la discipline. Même si le fait d'être jeune, il a beaucoup de fougue. Quand il dit, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de battre le record du monde. Je trouve que c'est un peu excessif parce que finalement, ça l'emmène lui aussi dans un espèce de voie sans issue ou hors du record du monde, point de salut. Et c'était la même chose pour nous. Nous, voilà, c'était une espèce de voie de garage et longue distance. On les faisait un peu par dépit parce qu'on n'était plus performant sur la distance inférieure. Mais finalement, c'était trop tard. J'ai gagné les 100 km de Millau à 45 ans. Avec le recul, je me dis, mais c'est presque un miracle que j'ai pu les gagner à cet âge-là. Et donc, oui, c'est sûr que des Benjamin Paulin, des Guillaume Ruel, ce sont eux l'avenir de la discipline. Et ils ont ouvert des portes.
Et ça, c'est bien parce que d'autres vont s'y engouffrer. Ils ont montré l'exemple. C'est la même chose sur marathon où on a une génération de gens qui sont extrêmement performants, qui sont jeunes. On voit maintenant les jeunes coureurs se lancer sur 10 km très vite, sur route, hein, sur semi, sur marathon. On a une vague là, de jeunes. Il y a eu aussi un phénomène d'aspiration sur marathon. Et ça renouvelle la discipline et c'est très bien. Et du coup, on a des spécialités très dynamiques avec des jeunes et c'est sûr qu'on sera toujours plus fort à 25 ans qu'à 35. Donc, vieillir, c'est pas forcément ralentir, mais on peut déjà, bien plus jeune, mettre en place donc des distances beaucoup plus longues. Tu as ce regret de ne pas être monté aussi rapidement sur marathon, sur 100 km. C'était par rapport à quoi? Par rapport aux directives, on va dire, de la Fédé, par rapport aux personnes de ton entourage? Est-ce qu'il y avait vraiment un blocage et des messages un petit peu d'alerte en disant mais non, c'est pas pour toi, ça va te casser, ça va te briser? Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je fais partie d'une génération dans les années 70-80 où déjà on nous disait qu'il fallait pas faire de vélo parce que c'était pas compatible avec la course à pied. Alors je dis ça, c'est pas une digression, c'est juste pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte de l'état d'esprit de l'époque. C'était pas la préhistoire, mais on était quand même très très en retard sur les connaissances qu'on a maintenant. Il faut pas oublier que toutes ces connaissances qu'on a maintenant à disposition de tous, elles n'ont pas toujours été aussi disponibles. Et donc oui, moi clairement, j'étais un espoir du demi-fond sur piste. Et quand je suis allé avec mon frère faire le marathon du lac de la Forêt-d'Orient à Troyes, j'avais 18 ans. J'ai encore ça me hante, hein. Ça me hante. Ça me reste en mémoire, ça me hante pas. Ce gars de mon club, ce président de club qui m'a montré la gorge et qui a fait ce geste en travers de la gorge en me disant t'es mort mon gars, t'es fou, tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu vas bousiller ta carrière parce qu'on pensait dans les années 80, je crois que ce marathon c'était 78, que les longues distances étaient délétères, allaient détruire les gens et ça a longtemps été quelque chose de très présent au sein de notre fédération. Il a fallu passer par des combats pour que les disciplines longues soient reconnues, soient des disciplines de haut niveau. Moi, j'ai commencé les 100 km, on n'était pas une discipline reconnue comme une discipline de sportif de haut niveau, on n'avait pas le statut. C'est un statut qu'on a eu un petit peu avant les années 2000 et ça a été des combats pour que nos instances, l'état d'esprit des gens change. Et je suis heureux maintenant d'être toujours là parce que tous ces gens qui faisaient de la piste à outrance et qui ne peuvent plus courir maintenant parce que la piste, c'est pas parce que la distance est courte que ça fait pas de mal. Je suis content d'être toujours là pour leur montrer que la course sur route, c'est pas aussi délétère qu'on croit, que le 100 km, ça détruit pas les gens, que le marathon, ça détruit pas les gens. Et c'est un discours qu'il faut qu'on ait auprès de nos jeunes pour que justement il y ait d'autres Guillaume Ruel, d'autres Félix Bourg, d'autres Méline Rollin qui se lancent sur les longues distances parce que ils se sentent attirés par ça. Il faut pas qu'ils aient de blocage. En parlant de blocage, est-ce qu'on peut parler de la mobilité? Parce qu'avec l'âge qui avance, je pense que c'est aussi un des éléments qu'il faut travailler. On parlait du renfort, la mobilité, la souplesse. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut intégrer et peut-être pas forcément attendre 60 ans pour le travailler. Est-ce que tu le préconises aux athlètes que tu accompagnes de faire un petit peu de mobilité avant, à distance des séances? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on voit maintenant, c'est pareil, quand on voit Pogačar avec ses élastiques faire des exercices de mobilité et de souplesse, on comprend qu'il va chercher loin dans le détail pour avoir la bonne performance. Donc, ce sont des rituels qui doivent rentrer en compte, qu'on doit prendre en compte petit à petit. Ça doit faire partie de notre quotidien. J'ai longtemps dit que on a tellement fait de kilomètres, on a tellement fait de bornes, on a tellement borné qu'on finissait par être borné. Ben, ne pas être borné quand on avance en âge, quand on a 60 ans, c'est ça. On va faire moins de bornes, mais on va favoriser la récupération, on va travailler son renforcement musculaire et on va aussi, on le sait avec l'âge, le collagène diminue, les tissus deviennent plus rigides, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc si on n'y fait rien et qu'on n'essaye pas de lutter contre ce manque de souplesse qui s'installe au fur et à mesure du temps, ce sera encore pire. Donc maintenir cette souplesse, la travailler de manière régulière, c'est pour moi une des choses indispensables qu'on doit faire quand on a 60 ans. Peut-être pas autant que quand on a 30 ans, même si toutes ces choses-là, c'est bien aussi de les faire à 30 ans. À 60 ans, pour moi, c'est vraiment la différence fondamentale. Une des trois choses
fondamentales sur lesquelles il faut aller. Donc, ouais, travailler sa souplesse. Sur le collagène, je sais pas trop. Hein, c'est des choses qu'on découvre. Moi, j'en prends, mais je suis pas certain que ça soit aussi efficace. J'en sais rien. Je préfère plutôt être dans la prévention aussi. Et donc, voilà, je me dis que ça peut pas faire de mal. Ça fait peut-être un peu à mon porte-monnaie. Ça fait du bien à ceux qui vendent les produits. Mais en complément de ces compléments, travailler sa souplesse au quotidien, c'est pour moi indispensable quand on a 60 ans et plus. Alors Bruno, je vais te dresser 2 tableaux, celui à 30 ans, celui à 60 ans, et tu vas me dire si tu es d'accord. À 30 ans, j'ai mis en prérequis, en tableau d'entraînement, on va avoir plus de volume, plus d'intensité, plus de fréquence et une plus grande capacité d'assimilation. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? C'est à tout bon. Par contre, à 60 ans, on va diminuer le volume inutile, de l'intensité mais placée judicieusement, on écoute son corps et ses sensations. C'est ça, c'est exactement ça. On est bon dans le tableau. On est bon dans le tableau, c'est très bien. Donc le fait de dire je supprime l'intensité, comme on l'a dit en début d'épisode, avec l'âge, c'est pas forcément la bonne méthode. Non, c'est pas forcément la bonne méthode, d'autant que l'intensité de l'exercice, elle a aussi, elle a des avantages qui sont, je dirais, périphériques. Mettre de l'intensité, c'est augmenter de l'amplitude dans ses mouvements, donc quelque part, c'est travailler aussi sa souplesse, c'est lutter contre sa raideur, c'est faire du renforcement, parce que plus on va vite, plus on a besoin de force de pied, plus on a besoin de puissance musculaire. Donc aller vite, c'est aussi travailler quelque part son gainage, son renforcement de manière naturelle. Donc on est plus actif, on est plus dynamique, on est plus tonique quand on fait des allures rapides, en plus des bénéfices cardiovasculaires ou de l'entretien des capacités cardiovasculaires. Donc pour moi, l'intensité, il n'y a aucune raison, sauf si on a des problèmes de santé, il n'y a aucune raison de la supprimer ou de la réduire. Moi, je fais un petit clin d'œil à Christian, qui fait partie de mon association sportive, qui a plus de 65 ans et qui galope et qui fait également les séances de fractionnés. Vous avez un point commun, Bruno. Il a eu également un petit incident cardiaque qui fait que il se préserve, il connaît ses zones et il travaille beaucoup à la sensation également. Donc, mais je trouve qu'il y a un côté, tu vois, là, sur le côté âge, ce côté social dans une association, dans un groupe, dans un club, qui permet peut-être de garder cet état d'esprit jeune. Je pense que la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit, c'est pas que physique, et ça permet justement de se garder dans cet esprit de motivation, de challenge et le côté social, bien évidemment. Mais complètement. On sait que le sport crée du lien social, mais je pense qu'effectivement pour les seniors, c'est aussi une manière de rester au contact des jeunes, d'avoir l'esprit des jeunes et c'est une cure de jouvence en fait. Moi, ce que tu me dis là, ça me fait penser. Moi, je ferai un petit clin d'œil à Yves Bruno, qui est un ami de longue date, qui est un médocain aussi, qui connaît bien André Ozanne, qui vient d'être champion de France. Alors, il y a tellement de catégories maintenant que je ne sais plus, mais il doit être dans les 60 ans. Alors, M6, M5. Il est champion de France M5 de cross. Il a fini 14e au scratch. Donc, c'était M2, M3 et 4 et 5. Et voilà. Et lui, c'est l'exemple aussi de quelqu'un qui est capable, avec l'âge, de conserver un niveau de performance qui est stratosphérique. Enfin, moi, je suis admiratif de ce qu'il arrive à faire. Je le connais bien. Et donc, voilà, mais je crois aussi que ces gens-là ont une motivation, une capacité à aller vers les autres qui est, voilà, on n'a pas tous les mêmes dispositions et cette capacité à rester jeune. Je suis sûr que la personne dont tu parles, elle a cette capacité à aller vers les gens, à ne pas subir les choses. Il y a quand même, on ne naît pas tous du verbe naître de manière égale sur le plan physique, ça c'est sûr, mais je pense qu'on ne naît pas tous aussi de la même manière sur le plan des relations, sur les plans des savoir-être. Et je suis sûr que cette personne dont tu parles là, elle a cette capacité à aller vers les autres. Tout à fait, c'est exactement le profil de Christian, et c'est aussi le côté transmission, c'est-à-dire qu'on a des plus jeunes, on a des gens qui débutent, et de pouvoir échanger, communiquer, lui avec son expérience, et les plus jeunes qui vont l'entraîner, qui vont peut-être le pousser un petit peu parfois dans ses retranchements, mais il a quand même pas mal d'expérience, donc il reste souvent devant. C'est ça. Bruno, si on devait conclure cet épisode, alors 3 piliers. On reste sur la méthode champenoise, hein. Donc la règle de 3, chère à Bruno. Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur cet entraînement à 60 ans en comparaison de celui à 30 ans? Qu'est-ce qui va différencier? Alors, pour moi, le trépied des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter et qu'il faut essayer de travailler,
c'est en un, on l'a dit, hein, c'est la récupération. Je pense que c'est là que la différence, elle est vraiment importante. À 60 ans, on ne récupère pas comme à 30 ans, donc il va falloir que on allonge un peu la plage de récupération. 72 heures au lieu de 48 heures, c'est pas grave, entre deux séances de qualité, puisqu'on a dit qu'on maintenait quand même, dans la mesure du possible, les séances de qualité. Voilà, les processus inflammatoires durent un peu plus longtemps. Donc le corps, il a besoin d'un peu plus de temps pour se réparer. Donc là, la récupération plus importante, c'est le pilier numéro un sur lequel on ne doit pas transiger. On va s'entraîner donc du coup un peu moins. On va peut-être s'entraîner 4 fois, 5 fois, mais de manière plus efficiente, plus qualitative. La deuxième chose, c'est la perte musculaire, la fameuse sarcopénie dont on a parlé. Donc faire du renforcement musculaire, introduire des séances de renforcement musculaire à 60 ans, c'est pour moi indispensable, alors qu'à 30 ans, même si c'est toujours bien d'en faire, on est sur un autre type d'objectif. Donc là, la mise en place de renforcement musculaire, quand on passe les 60 ans, c'est quelque chose qui, à mon avis, est incontournable si on veut continuer à performer, continuer à prendre du plaisir. Et puis, troisième point, c'est l'aspect un peu mécanique, donc c'est la souplesse, hein, les tendons, les ligaments, qui ont tendance un petit peu à perdre de leur souplesse, à se rigidifier un peu. Donc ça, il faut le travailler, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Si à 30 ans, on peut se passer d'étirements, même si c'est toujours bien d'en faire tout au long de sa vie, à 60 ans, c'est incontournable, il faut pas y échapper, il faut en faire pour garder justement cette souplesse, ou l'entretenir, ou éviter qu'elle diminue, parce que ce manque de souplesse, à un moment ou à un autre, il sera handicapant, donc faut pas être négligent sur ce point-là. Avec toujours beaucoup de plaisir, comme tu l'as évoqué en début de capsule, et la régularité. Je pense que ça fait partie également de cette routine pour rester en bonne forme au-delà des 60 ans. C'est ça, c'est la base, hein. De toute façon, c'est la persévérance, la régularité, c'est ça qui va faire la différence. Un bon entraînement, un bon entretien de ses capacités physiques, c'est sur le temps long qu'on en obtient les bénéfices. Donc la régularité, c'est incontournable et c'est vraiment la chose la plus importante qu'on doit mettre en place dans son entraînement. Ce qui n'a pas changé pour toi finalement, même si tu n'es plus dans cet objectif de compétition avec la performance, le fait de sortir, tu le disais tout à l'heure, une journée avec entraînement, ça n'a pas la même saveur qu'une journée sans finalement. C'est ça. Moi, ça fait partie de mon quotidien. J'ai été obligé pour des raisons de santé de m'arrêter 15 jours de pratiquer. Et donc, j'ai repris par un petit footing très tranquille, hein, 40 minutes. Vraiment, voilà, j'ai appliqué les principes de progressivité. J'ai eu des courbatures pendant 2 jours et je me suis dit non, mon corps n'a pas pu se désadapter autant en 15 jours, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et ça, ce sont les effets de l'âge. Je me suis rendu compte que la désadaptation est encore plus rapide. Donc la régularité, alors j'allais dire c'est la clé, c'est une des clés. Bruno, on est entre nous. Un petit marathon là, dans les années à venir, non? C'est inenvisageable? C'est envisageable. Je suis inscrit au marathon Niscan. Je suis tombé amoureux de ce marathon. Alors la région évidemment Niscan, qui n'aime pas Niscan. J'ai vu un reportage sur l'équipe 21 pour ne pas la nommer sur ce marathon dont on m'avait déjà dit beaucoup de bien. Et là je suis tombé vraiment amoureux de cette course. Je me suis dit mais c'est pas possible une telle épreuve. Et ça m'a donné envie de refaire un marathon alors que j'avais vraiment mis une croix dessus. C'est pour ça que je dis toujours Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Attention. Donc je suis inscrit au marathon Niscan. J'espère que je pourrai être au départ et le faire vraiment en mode touriste, profiter de la vue, profiter de l'ambiance, mettre un dossard pour une autre forme de plaisir qui là pour le coup n'est pas du tout chronométrique, même s'il y aura toujours un petit chrono dans un coin de la tête, mais j'espère bien boucler le marathon Niscan au mois de novembre 2026. Ben là c'est un scoop, hein, parce que je n'étais même pas au courant, donc tu me l'apprends aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Et c'est vrai que c'est une épreuve qui est passionnante d'abord par son lieu, mais j'ai rencontré aussi un professeur qui fait du marathon Niscan un de ses objectifs prioritaires. C'est un pneumologue. C'est un pneumologue qui habite en Côte d'Azur et donc voilà, il opère des gens qui sont atteints de pathologies graves au niveau des poumons et lui il se sert de l'activité physique comme un médicament.
Et le marathon Niscan est un des points d'orgue des outils qu'il se donne pour remettre les patients à l'activité physique. Donc, ce sera aussi l'occasion d'aller le rencontrer parce qu'il est régulièrement sur Niscan. Il a fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis dit j'ai envie d'être là-bas parce que voilà, au-delà du marathon, il y a plein de choses qui se passent. J'ai oublié le nom le prénom plutôt de ce médecin. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est Charles Hugo Marquette, le professeur Charles Hugo Marquette, qui doit être chef de service à l'hôpital de Nice, je crois. Je vais dire des bêtises, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est sur la Côte d'Azur et qui donc est pneumologue et se sert de l'activité physique pour remettre les gens au sport et après les opérations. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Bon, bien Bruno, on suivra ta préparation. On fera des petites capsules focus sur cette course du côté de Niscan en novembre prochain. Avec grand plaisir. Et donc, Bruno, je te remercie à nouveau pour cet épisode capsule L'œil du coach dans le podcast À côté de mes pompes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. C'est avec Bruno et on échange, vous voyez, encore 40 minutes aujourd'hui d'épisode sur ce sujet, la course à pied après 60 ans. Eh bien, c'est possible. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Putting off replacing your window treatments because you think it's complicated? At Blinds.com, we spent 30 years proving it doesn't have to be. And right now, our Spring Black Friday sale makes it easier than ever. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide. Huge savings on doorbusters. Plus a free professional measure now during the Blinds.com Spring Black Friday sale. Rules and restrictions apply.